BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Et dans ce contexte, comment vont les marchés émergents? On va en parler avec Bruno Vanier. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le président de Gemway Assets, situation des marchés émergents là en cette fin d'année. On en a parlé régulièrement avec vous tout au long de cette année. Est-ce qu'on peut commencer à entrevoir là aussi un phénomène de stabilisation de ces marchés émergents qui ont énormément souffert au cours de cette année 2018? Bon, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui plaident en leur faveur, qu'on a pu constater du reste depuis plusieurs semaines maintenant. Le fait que le pétrole ait entamé une baisse non négligeable quand même, une vingtaine de pourcents depuis les plus hauts récents, donne une petite bouffée d'oxygène, j'ai envie de dire, surtout pour les économies asiatiques, qui sont pour la plupart de grandes consommatrices de pétrole. Donc ça donne un petit peu d'oxygène sur ces économies et sur leurs devises. On voit que la roupie indienne remonte un petit peu dans ce cadre-là. J'ajouterais que les taux d'intérêt, le 10 ans américain, qui est plutôt autour de 3,05, pardon. 3,07 le 10 ans. 3,07 sur le 10 ans, alors on avait touché il y a à peu près 5-6 semaines 3,25 quasiment. Là, on a eu également un petit peu froid à l'époque. Depuis, ça va un petit peu mieux. De fait, les marchés asiatiques baissent un peu moins. Et par rapport aux grands marchés, effectivement, il n'y a plus une forte sous-performance qu'on a pu le constater jusqu'au mois de septembre. Donc il y a une pression financière, on va dire, à travers les taux, à travers les prix du pétrole qui diminue un petit peu sur ces marchés émergents. Il y a une pression qui diminue pas, c'est une question, c'est celle de Trump vis-à-vis de la Chine. Non, beaucoup d'attentes autour du G20 de la semaine prochaine. Quel scénario réaliste, constructif, favorable pourrait-on voir émerger de ce G20 selon vous? Alors ce sujet, comme vous savez, reste un sujet extrêmement épineux, notamment pour l'économie chinoise, les exportateurs chinois et de manière générale aussi les exportateurs asiatiques qui sont très liés entre eux et notamment encore bien sûr dans le secteur de la technologie. Donc c'est un point extrêmement important. Ce profil pour le G20 de Buenos Aires peut-être une sorte d'accord ou de cessez-le-feu presque dans cette guerre commerciale. On sent que ça pourrait arranger tout le monde, y compris bien sûr le leader chinois d'une certaine manière, et Trump également. C'est ça ma question. Pour quelle raison est-ce que Trump accepterait un cessez-le-feu la semaine prochaine? N'oublions pas que les échéances électorales aux États-Unis sont relativement commencent tôt. C'est-à-dire qu'à partir de 2019, on va commencer la campagne 2020, la campagne présidentielle, et Trump, naturellement, devrait vouloir y participer activement. À mon avis, le sujet de cette campagne, ça peut être le pouvoir d'achat aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on a vu quand même des pressions inflationnistes qui se profilaient, et ajouter des droits de douane importants sur les importations en provenance de Chine, c'est à terme augmenter les prix aux États-Unis parce que notamment dans les produits technologiques, on va pas du jour au lendemain les produire aux États-Unis plutôt que les produire en Chine. Et même si c'était le cas, il y aurait forte chance que ça augmente sensiblement les prix. Donc des pressions inflationnistes. Est-ce que ce sujet-là sera un sujet de campagne électorale aux États-Unis? C'est fort possible. Si c'est le cas, Trump a tout intérêt de mettre ces histoires de la stratégie change complètement derrière. en fait. Absolument. On a gagné la bataille de l'emploi avec ces menaces, cette guerre avec les tarifs, l'utilisation des tarifs qui nous ramenaient quand même des dizaines d'années en arrière. Si on bascule dans une logique de défense du pouvoir d'achat du consommateur américain, là, la stratégie devient complètement différente. Devient différente, et j'ajouterais sur ce cas qu'effectivement que Trump a tout intérêt à régler ce problème. De fait, s'il rentre de Buenos Aires avec un semblant d'accord ou quelque chose qui ressemble à un accord avec la Chine, alors tout n'est pas simple dans l'histoire. Il y a le sujet de la domination technologique à terme qui sera toujours, à mon avis, un sujet, parce que les Chinois ne vont pas renoncer à cette ambition, C'est un peu quand on est numéro 2, on a envie d'être numéro 1, et quand on est numéro 1, on a envie de garder sa position de numéro 1. Donc ce sujet de compétition, je veux dire, sera toujours présent. C'est pas forcément un problème pour nous si tout ça se fait dans un cadre bien défini, notamment le cadre de l'OMC. Oui, c'est ça, on peut rester compétiteur, et ils le resteront évidemment, mais dans quel cadre? Dans quel cadre? Et
À mon avis, il y a un moment donné où effectivement, c'est dans l'intérêt de Donald Trump d'avoir un accord, quoi. Et côté chinois, on est prêt à faire ce cadeau à Donald Trump d'une certaine manière. Les Chinois ont toujours une logique de négociation, c'est qu'il faut donner de la face à l'adversaire pour que le deal quelque part soit gagnant-gagnant, quoi. Et à mon avis, ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à faire un certain nombre d'efforts, hein, notamment d'ouverture de leur marché pour les entreprises étrangères et particulièrement américaines, sur la propriété intellectuelle qui est un sujet assez épineux. Je pense qu'ils sont également prêts à faire un certain nombre d'efforts. À mon avis, c'est bien sûr dans leur intérêt d'avoir un accord, quitte à faire un certain nombre de concessions. Je pense que c'est pas un énorme problème pour eux, quoi. Mais l'idée, c'est qu'on sorte quand même de ce G20 avec, alors, pas un accord signé définitif qui résoudrait sur le fond le problème, mais au moins un cadre de quelque chose et un signal politique. Hein, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qui est important pour signaler au marché une direction, quoi. Alors n'oublions pas quand même qu'on a un certain nombre de faucons à Washington qui sont dans une négociation plutôt plus musclée et plus dure. Alors, est-ce que c'est une posture, hein, entre Monsieur Trump qui jouerait le gentil et ces faucons qui joueraient les méchants? C'est tout à fait possible. De fait, dans une négociation, c'est souvent ce qui se passe, quoi. Donc là aussi, pas forcément beaucoup d'étonnement de notre part, quoi. Mais en conclusion, il est clair qu'un accord serait très très positif pour les marchés émergents, pour la bourse chinoise en particulier, même si on peut constater quand même, et c'est un point relativement positif, que depuis un certain nombre de semaines, ce sujet-là qui est récurrent, qui est toujours en termes de news plutôt négatif, a un impact, je dirais, de moins en moins fort. Moins vif sur le marché. Très clair. Alors, de là à dire que cette mauvaise nouvelle n'a plus d'impact sur le marché, c'est peut-être encore un peu tôt pour l'affirmer, mais on se dirige dans cette direction. Et ça montre quand même toutes les attentes qu'il y a autour de ce G20. Alors pour tout le monde, hein, enfin pour les marchés émergents, pour nous sans doute aussi en Europe, pour les marchés américains également. Donc vraiment là, il y a un point d'étape très très important qui sera regardé de très très près par tous les investisseurs de la planète en fin de semaine prochaine. Non, il y a un autre sujet sur les marchés émergents, mais enfin d'ailleurs ça nous amène à rester très américain dans l'analyse, Bruno. C'est tout ce qui se passe autour d'Apple. C'est-à-dire que Apple a communiqué il y a 15 jours après ses résultats financiers pour nous dire qu'ils allaient arrêter de diffuser le détail de leur vente de produits iPhone, iPad, Watch, etc. Ça a perturbé le marché et derrière ça, on a eu alors des nouvelles en provenance de la chaîne de sous-traitance des fournisseurs d'Apple qui sont une succession de mauvaises nouvelles, de profit warning, de perspectives de baisse de production. Et alors tout le monde fait le lien avec Apple. Est-ce qu'Apple aujourd'hui est en train de déstabiliser presque macroéconomiquement des pans entiers de l'industrie et notamment de l'industrie asiatique, hein, parce que c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. La plupart des produits Apple sont fabriqués, comme vous le savez, en Chine par des acteurs chinois et taïwanais notamment, quoi. Donc clairement, cette chaîne, la chaîne Apple, mais aussi la chaîne de la techno en général, liée en très grande partie au smartphone, est un peu perturbée, de fait par les perspectives qui sont des spéculations quand même, parce que effectivement Apple a communiqué il y a quelques semaines, mais quand même depuis, il est plutôt abonné aux absents. Donc il y a beaucoup de spéculations là-dessus, comme quoi effectivement le dernier modèle iPhone serait moins fort que prévu en termes de vente. Mais globalement, tout le marché des smartphones est en croissance zéro aujourd'hui. Alors certains tirent plus leurs épingles du jeu, mais c'est un marché qui est désormais saturé. Il faudra attendre peut-être la fin de l'année prochaine pour avoir peut-être un nouveau cycle produit. On voit chez Samsung que se profilent quand même des innovations technologiques qui pourraient être le déclencheur d'une vente de vente supérieure. Mais voilà. Mais ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'industrie qui n'a pas fini de souffrir là, selon vous, Bruno? Ou est-ce qu'elle a déjà suffisamment... Boursièrement, on a déjà pas mal souffert, boursièrement, elle a déjà notamment en Asie. Beaucoup de ces titres-là ont beaucoup baissé déjà. De fait, leur niveau de valorisation, quand on regarde les titres coréens, parce que même Samsung est lié à ça, Samsung, Hynix dans la mémoire, sont liés à cette chaîne. Alors, les prix ont déjà corrigé, les valorisations sont extrêmement basses, mais là aussi, on est peut-être sur un cycle qui est en train de baisser, peut-être plus que ce qu'on pense. Donc,
forcément, il faut être prudent à court terme. Je crois que l'idée, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans GEM Equity, c'est qu'on reste extrêmement sélectif sur le nombre, les sociétés qu'on peut mettre en portefeuille, sachant qu'il y a de grands leaders, quand même, Samsung en fait partie, Hynix également en Corée, TSMC à Taïwan, restent des sociétés qui sont encore plus intéressantes, j'ai envie de dire, aujourd'hui, après leur baisse depuis le début de l'année. Un dernier mot juste pour évoquer le cycle politique dans les émergents, alors qui a été très chargé cette année. Il y a eu l'Afrique du Sud en début d'année, le Mexique, le Brésil, l'Inde l'an prochain, ça va venir très très vite ça. Oui, alors l'année prochaine, on sera un peu plus calme quand même en termes politiques. Deux grands événements, ce qui va se passer en Argentine en fin d'année avec l'élection, et puis surtout les élections indiennes, l'élection générale indienne. On ne sait pas encore exactement la date, mais ce sera sans doute au mois d'avril ou début mai. Et là, le Premier ministre Modi pourrait être mis en minorité. En tout cas, c'est pas tout à fait le scénario actuel. Moi, j'étais en Inde la semaine dernière, j'ai pu en discuter avec des acteurs locaux. On sent quand même qu'il y a que ces acteurs ont absolument envie que Modi soit de nouveau Premier ministre pour un mandat supplémentaire. Pour ça, il peut l'être avec une majorité du BGP, ce qu'il a depuis 5 ans. En 4 ans et demi, ou alors avec un gouvernement d'une coalition gouvernementale dont il pourrait prendre la tête. Ça, c'est un scénario market-friendly, Modi qui reste à la tête. Modi qui reste avec une majorité BGP, c'est très friendly, on va dire. Modi qui reste au sein d'une coalition, c'est un peu moins friendly. Mais ça et le risque alors en face? Le risque, c'est qu'effectivement, il soit sorti et que le parti du Congrès mène une majorité avec le dernier descendant des Gandhi. Là, clairement, ce serait négatif marché, indéniablement. Donc, entre maintenant et cette date-là, j'ai envie de dire, il faut être un peu plus prudent sur ce marché, qui a déjà souffert depuis quelques semaines, notamment sa devise, bien sûr, même si elle remonte à court terme, elle a quand même bien baissé depuis le début de l'année. J'ajouterais que les valorisations indiennes restent élevées, que la liquidité locale est peu élevée. Là aussi, on a quand même une sorte des taux d'intérêt réels qui sont élevés. On a une sorte de shadow banking qui est indien qui pourrait être un peu secoué. Source de fragilité, voilà. Donc j'ai envie de dire à court terme des éléments qui nous rendent assez prudents, même si ça reste le marché avec le potentiel sans doute le plus élevé au cours des 5 prochaines années, parce que c'est un pays où la croissance reste forte. En dépit de ces incertitudes, la croissance est la plus élevée au monde pour les grandes économies mondiales. Quand même. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir fait ce point, ce tour d'horizon sur la situation des marchés émergents cette fin d'année 2018. Bruno Vanier, le président de GEM Assets, avec nous sur BFM Business.